On a tous déjà entendu cette affirmation. Elle circule depuis longtemps, parfois présentée comme une découverte scientifique, parfois comme une évidence presque banale. Nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Le reste serait en sommeil, inutilisé, en attente d'un déclencheur. Cette idée est si répandue qu'elle ne surprend plus. Elle semble logique. Elle s'intègre facilement à notre manière de nous percevoir. Et pourtant, elle est fausse. Elle n'est pas fausse, au sens d'une approximation commode, ou d'une image mal formulée. Elle est fausse au sens strict. Il n'existe aujourd'hui aucune donnée scientifique sérieuse montrant que 90% du cerveau humain resterait inutilisé. Cette affirmation ne repose sur aucune mesure, aucune observation reproductible, aucun consensus scientifique. Elle ne figure pas comme hypothèse crédible dans la littérature en neurosciences. Elle est incompatible avec ce que l'on observe du fonctionnement réel du cerveau. Si cette idée s'est installée avec autant de force, ce n'est pas parce qu'elle décrit fidèlement la réalité biologique, mais parce qu'elle correspond à une intuition très répandue. Nous avons souvent le sentiment de ne pas exploiter pleinement nos capacités. Nous faisons des erreurs simples. Nous oublions. Nous nous sentons parfois lents, confus, limités. Face à ces expériences ordinaires, il est tentant d'imaginer que le problème vient d'un cerveau partiellement inexploité, comme si une immense réserve de potentiel restait bloquée quelque part, inaccessible. Cette intuition est renforcée par notre rapport subjectif à l'effort mental. Penser intensément, fatigue. Se concentrer longtemps est éprouvant. Après un travail intellectuel soutenu, nous avons la sensation d'avoir sollicité quelque chose de précis, presque localisé. Cette sensation peut donner l'impression que certaines parties du cerveau s'activent, tandis que d'autres resteraient inactives. Le cerveau est alors imaginé comme un espace morcelé, dont seules quelques zones fonctionneraient réellement. À cette impression, s'ajoute une confusion fréquente entre deux niveaux distincts. D'un côté, le fonctionnement biologique du cerveau. De l'autre, nos performances, nos compétences, nos habitudes mentales. Nous savons que nous pouvons apprendre, progresser, modifier certains comportements. Mais cette capacité d'évolution est souvent interprétée comme la preuve de zones cérébrales inutilisées, prêtes à être activées. Or, cette interprétation repose sur un glissement. Le fait que nos compétences puissent évoluer ne dit rien sur l'existence de régions cérébrales dormantes. Il faut aussi reconnaître que cette idée est psychologiquement confortable. Elle transforme une limite en promesse. Si nous n'utilisons qu'une petite partie de notre cerveau, alors nos difficultés ne seraient ni structurelles, ni durables. Elles deviendraient temporaires. Il suffirait de trouver la bonne méthode, le bon entraînement, la bonne stimulation. Cette perspective est séduisante parce qu'elle simplifie un phénomène extrêmement complexe, et qu'elle laisse entrevoir une amélioration facile. Enfin, cette croyance s'inscrit dans un contexte culturel plus large. Depuis plus d'un siècle, le cerveau est souvent présenté comme un réservoir de capacités latentes. Les discours sur le potentiel humain, la performance et l'optimisation de soi ont largement contribué à ancrer l'idée qu'une grande partie de nos ressources mentales resterait inexploitée. Le chiffre de 10% n'est pas issu d'une mesure précise. Il s'impose, parce qu'il est suffisamment faible pour suggérer une immense réserve, et suffisamment précis pour paraître crédible. À ce stade, une distinction essentielle doit être faite. Le problème n'est pas de savoir si nous pouvons apprendre, progresser ou nous transformer. La science ne le conteste pas. Le problème est de savoir comment fonctionne réellement le cerveau lorsqu'il est en activité, et si l'image d'un organe largement inutilisé correspond à ce que l'on observe. C'est précisément à partir de cette question que ce mythe commence à se fissurer. Pour comprendre comment cette idée a pu s'imposer, il faut revenir au contexte historique dans lequel le cerveau a commencé à être étudié de manière scientifique. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la connaissance du cerveau reste très limitée. Les neurosciences n'existent pas encore comme discipline autonome. Il n'y a ni imagerie cérébrale, ni enregistrement direct de l'activité neuronale. Les chercheurs s'appuient surtout sur l'observation clinique, sur des lésions visibles après la mort, et sur des raisonnements indirects. Dans ce cadre, plusieurs penseurs évoquent l'idée que l'être humain n'exploite pas pleinement ses capacités mentales. Ces propos concernent l'attention, la volonté, les habitudes, l'apprentissage.
Il porte sur la psychologie, pas sur la biologie du cerveau. Il s'agit d'une réflexion sur ce que nous faisons de nos ressources mentales, non sur la proportion de cerveau réellement active. Mais cette nuance va progressivement disparaître. Au fil des décennies, ces idées quittent le cadre académique et se diffusent dans le grand public. Elles sont reformulées, simplifiées, parfois déformées. Ce qui était à l'origine une réflexion sur les limites de l'attention et de l'entraînement devient peu à peu une affirmation sur le fonctionnement même du cerveau. L'idée glisse du registre psychologique au registre biologique sans que cette transition soit explicitée. Au début du XXe siècle, ce glissement trouve un terrain favorable. Les discours sur l'éducation, la réussite individuelle et l'amélioration de soi se multiplient. Ils cherchent des images simples pour expliquer des phénomènes complexes. Le cerveau devient alors une métaphore commode. Dire qu'une grande partie de cet organe reste inutilisée permet de soutenir l'idée que tout individu dispose d'un potentiel immense encore inexploité. C'est dans ce contexte que le chiffre apparaît. 10%. Il ne provient pas d'une expérience, ni d'une mesure, ni d'un consensus scientifique. Il s'impose parce qu'il est facile à retenir et qu'il frappe l'imagination. Il est suffisamment précis pour donner l'impression d'une donnée objective, mais suffisamment vague pour ne jamais être confronté à une vérification réelle. Une fois installé, il est repris, cité, transmis, sans source identifiable. Pendant ce temps, la recherche scientifique progresse dans une autre direction. Les premières études neurologiques montrent déjà que le cerveau ne fonctionne pas par blocs indépendants. Les observations cliniques de patients cérébraux lésés révèlent que des atteintes relativement limitées peuvent entraîner des perturbations importantes du comportement, du langage ou de la mémoire. Ces faits sont difficilement compatibles avec l'idée d'un organe largement inutilisé. Mais à ce stade, le mythe a déjà quitté le domaine scientifique. Il circule désormais comme une évidence culturelle. Il est répété avec de bonnes intentions, souvent pour encourager, motiver ou inspirer. Et parce qu'il remplit cette fonction symbolique, il devient particulièrement résistant à la contradiction. Comprendre pourquoi il est scientifiquement intenable nécessite alors de quitter le terrain de l'histoire et d'examiner ce que la recherche moderne observe réellement lorsque le cerveau est en activité. Lorsque les neurosciences modernes se développent au cours du XXe siècle, l'image du cerveau change profondément. On ne l'envisage plus comme un assemblage de compartiments isolés, dont certains seraient actifs et d'autres en sommeil, mais comme un système hautement intégré. Le cerveau fonctionne comme un réseau dense, dans lequel l'activité est distribuée, coordonnée et en interaction permanente. L'arrivée des techniques d'imagerie cérébrale marque un tournant décisif. Pour la première fois, il devient possible d'observer l'activité du cerveau, chez des individus vivants, engagés dans des tâches ordinaires. Ces observations montrent une réalité très éloignée du mythe des 10%. Lorsqu'une personne lit, écoute, parle, se souvient, imagine ou prend une décision, ce ne sont jamais quelques zones isolées qui s'activent. De multiples régions entrent en jeu simultanément, avec des variations d'intensité, mais sans qu'aucune partie du cerveau ne reste durablement inactive. Même en l'absence de tâches apparentes, le cerveau ne se met pas au repos. Lorsque l'on est immobile, lorsque l'esprit semble vagabonder, ou lorsque l'on fixe un point sans but précis, des réseaux entiers continuent de fonctionner. Cette activité dite de repos n'est ni résiduelle ni inutile. Elle correspond à des processus fondamentaux, comme l'intégration de l'expérience passée, l'anticipation de l'environnement, la régulation des états internes, et la préparation de l'action. Un indicateur particulièrement éclairant de cette activité permanente est la consommation d'énergie. Le cerveau humain représente environ 2% de la masse corporelle, mais il consomme près de 20% de l'énergie totale de l'organisme au repos. Cette dépense est remarquablement stable. Elle varie peu entre un état de repos et une activité cognitive intense. Si une grande partie du cerveau était inactive, une telle consommation serait biologiquement incohérente. Ces données ont conduit les chercheurs à abandonner l'idée d'un cerveau qui s'allumerait par zones successives, comme des interrupteurs. Le fonctionnement cérébral repose plutôt sur des ajustements continus au sein de réseaux déjà actifs. Lorsqu'une tâche est effectuée, certaines connexions se renforcent temporairement, d'autres se modulent, mais l'ensemble du système reste engagé. L'imagerie cérébrale révèle également que des régions éloignées anatomiquement peuvent être activées conjointement lors d'une même activité.
Comprendre une phrase, par exemple, mobilise des zones liées à l'audition, au langage, à la mémoire, à l'attention et parfois à l'émotion. Cette coordination rend l'idée de zone dormante encore plus improbable. Le cerveau ne fonctionne pas par blocs indépendants, mais par réseaux distribués et interconnectés. Il est important de souligner que dire que l'ensemble du cerveau est actif ne signifie pas que toutes ces régions sont sollicitées de manière identique à chaque instant. Cela signifie qu'aucune région n'existe sans fonction et qu'aucune n'est laissée durablement inutilisée. L'activité cérébrale repose sur des variations d'intensité et de coordination, pas sur une opposition entre activité et inactivité. Ces constats reposent sur plusieurs décennies de recherches convergentes. Ils ne résultent pas d'une étude isolée, mais d'un ensemble cohérent d'observations, issues de laboratoires différents, utilisant des méthodes variées. À partir de là, l'idée des 10% cesse d'être simplement improbable. Elle devient incompatible avec ce que la science observe réellement. Et cette incompatibilité apparaît encore plus nettement lorsque l'on considère ce qui se produit lorsque le cerveau est endommagé. Les observations issues de la neurologie clinique apportent un éclairage décisif sur cette question. Depuis plus d'un siècle, médecins et chercheurs étudient les effets de lésions cérébrales provoquées par des accidents vasculaires, des traumatismes, des infections ou des tumeurs. Ces situations, aussi dramatiques soient-elles, ont permis de mieux comprendre le rôle fonctionnel des différentes régions du cerveau. Si une large partie du cerveau était réellement inutilisée, on devrait observer de nombreux cas où des lésions importantes n'entraînent que peu ou pas de conséquences. Or, l'expérience clinique montre exactement l'inverse. Des atteintes relativement limitées peuvent provoquer des troubles profonds et durables. Une lésion touchant certaines régions compromet la capacité à parler ou à comprendre le langage. D'autres perturbent la mémoire, la reconnaissance des visages, l'orientation spatiale ou la planification des actions. Ces effets ne s'expliquent pas par une simple perte locale. Ils révèlent que les régions cérébrales participent à des réseaux fonctionnels étroitement interconnectés. Lorsqu'une partie de ces réseaux est endommagée, l'ensemble du système est affecté. Cela indique que ces régions ne sont ni redondantes, ni superflues. Elles jouent un rôle actif dans le fonctionnement global du cerveau. On évoque souvent la plasticité cérébrale, pour suggérer que le cerveau disposerait de vastes réserves inutilisées prêtes à être mobilisées. Cette interprétation est trompeuse. La plasticité correspond à une capacité d'adaptation progressive. Elle permet à certains circuits de se renforcer ou de se réorganiser partiellement lorsque d'autres sont altérés. Mais elle ne repose jamais sur l'activation de zones jusque-là inactives. Elle s'appuie sur des structures déjà fonctionnelles. Un autre argument rend le mythe des 10% biologiquement intenable. Le cerveau est un organe extrêmement coûteux pour l'organisme. Il nécessite un apport constant en énergie et en oxygène. Dans une perspective évolutive, conserver un tissu volumineux, énergivore et inutile, constituerait un désavantage majeur. La sélection naturelle tend à éliminer ce type de gaspillage. Le maintien d'un cerveau aussi complexe n'est compatible qu'avec une utilisation intensive et continue de ces structures. Cette logique évolutive n'est pas spéculative. Elle repose sur des principes bien établis en biologie. Les organes dépourvus de fonction régressent ou disparaissent au fil des générations. Le cerveau humain, au contraire, a augmenté en taille et en complexité au cours de l'évolution. Cette trajectoire n'est compatible qu'avec une utilisation active et permanente de ses capacités. À ce stade, il devient clair que le mythe des 10% ne résiste ni aux données cliniques, ni aux observations biologiques, ni aux connaissances issues de l'imagerie cérébrale. Pourtant, malgré cette accumulation de preuves, il continue de circuler. Pour comprendre cette persistance, il faut maintenant se pencher sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui entretiennent ce type de croyance. Si ce mythe persiste, malgré tout ce que la science montre, ce n'est pas par manque d'informations, mais parce qu'il répond à des mécanismes psychologiques puissants. L'idée des 10% propose une explication simple à un système extrêmement complexe. Elle réduit l'incertitude. Elle donne une image claire, facile à mémoriser, là où la réalité du fonctionnement cérébral est difficile à saisir et contre-intuitive. Ce mythe offre aussi une vision particulièrement séduisante de l'être humain. Il suggère que nos limites actuelles ne sont pas réelles, mais artificielles. Si une immense partie de notre cerveau reste inutilisée, alors l'échec, la difficulté ou la lenteur ne seraient que temporaires.
Il suffirait d'activer ce qui dort pour dépasser ces obstacles. Cette idée protège d'une réalité plus inconfortable, celle d'un cerveau performant, mais contraint, soumis à des limites biologiques, énergétiques et temporelles. Un autre facteur joue un rôle central dans la diffusion de cette croyance. Elle est extrêmement efficace sur le plan rhétorique. Elle motive, elle inspire, elle capte l'attention. Elle est fréquemment mobilisée dans des discours sur la performance, la réussite personnelle ou l'optimisation de soi. Dans ces contextes, la précision scientifique devient secondaire. Le chiffre de 10% fonctionne comme un symbole, pas comme une donnée. Et un symbole, une fois installé, résiste très bien à la contradiction. Cette confusion est renforcée par un glissement de langage constant entre potentiel psychologique et fonctionnement biologique. Dire que nous pouvons apprendre, progresser, développer de nouvelles compétences est exact. Mais cela ne signifie pas que notre cerveau fonctionnerait à une fraction de ses capacités. L'apprentissage repose sur des ajustements progressifs de réseaux déjà actifs, pas sur l'activation soudaine de structures restées inactives jusque-là. Les conséquences concrètes de ce mythe sont rarement examinées, mais elles existent. Il peut générer des attentes irréalistes face à l'apprentissage ou au changement personnel. Lorsqu'une transformation ne se produit pas aussi vite qu'espéré, la responsabilité est parfois reportée sur l'individu, accusé de ne pas exploiter son potentiel. Cette logique peut nourrir frustration et culpabilité. Ce mythe favorise également la prolifération de pratiques pseudo-scientifiques. Des méthodes prétendent activer des zones cachées du cerveau, sans reposer sur des données solides. Elles exploitent l'idée d'un organe partiellement endormi, pour promettre des résultats rapides et spectaculaires. En détournant l'attention des mécanismes réels de l'apprentissage et de la plasticité, ces discours entretiennent une vision trompeuse du fonctionnement mental. Comprendre que nous utilisons l'ensemble de notre cerveau ne devrait pas être vécu comme une déception. C'est, au contraire, une forme de réconciliation avec la réalité de ce que nous sommes. Le cerveau humain n'est pas un organe défaillant, partiellement endormi, attendant d'être réveillé. C'est un système remarquablement actif, adaptatif, déjà engagé en permanence dans la régulation de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Cette prise de conscience invite à déplacer le regard. Le potentiel humain ne réside pas dans l'activation soudaine de zones cachées, mais dans la manière dont nous apprenons à utiliser, affiner et coordonner ce qui fonctionne déjà. Progresser ne consiste pas à réveiller un cerveau endormi, mais à créer les conditions dans lesquelles l'attention se stabilise, la pratique s'inscrit dans la durée, et l'expérience se transforme en compétence. Abandonner le mythe des 10%, ce n'est donc pas renoncer à l'idée de transformation personnelle. C'est accepter qu'elle ne passe ni par des raccourcis biologiques, ni par des promesses spectaculaires. Elle passe par des mécanismes plus discrets, mais plus solides, la répétition, la patience, l'environnement, le sens donné à l'effort. En refermant ce mythe, on ne ferme pas une porte. On en ouvre une autre, plus réaliste, plus exigeante, mais aussi plus respectueuse de la complexité humaine. Une porte, où le cerveau n'est plus perçu comme une énigme sous-exploitée, mais comme un compagnon déjà pleinement engagé, avec lequel il reste encore beaucoup à comprendre, à explorer et à apprendre.